Avant de vous plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Chaque histoire ici a une histoire, et vous ne voudrez en manquer aucune. Dans les hauteurs intactes de Bel Air, où les rues sont bordées de palmiers importés, où les portes sont plus hautes que les arbres et où les voisins ne se saluent pas parce qu'ils se sentent trop importants pour être égaux, se trouve Belmont Estate. Un monolithe de verre et d'acier, froid et envoûtant. L'architecture semble défier la nature, angle parfait, baies vitrées s'ouvrant à l'infini, piscine suspendue dans le vide. Ici, rien de chaleureux. Tout est contrôle, domination, démonstration. Et au sommet de ce royaume réside Charles Belmont, 48 ans, un milliardaire blanc à la tête de Synergo, une multinationale technologique qui développe des solutions d'intelligence artificielle pour les gouvernements, l'armée et les géants pharmaceutiques. Un homme aussi adulé que craint, décrit par les magazines économiques comme un génie sans morale. Fils d'un plombier texan et d'une femme de ménage, Charles a gravi les échelons grâce à son intelligence, son esprit et son mépris total pour les faiblesses. Son regard perçant ne s'attarde jamais plus de 2 secondes sur quelqu'un, à moins qu'il ne puisse en tirer quelque chose. Il ne voit que le bon côté des gens, des investisseurs à convaincre, des concurrents à écraser, des femmes à exploiter, des employés à réduire au silence. Il n'a pas de cœur, mais il a un but. À l'intérieur de cette forteresse impénétrable, derrière des murs insonorisés et des miroirs sans teint, vit Naomi Walker, une femme de chambre. À 34 ans, sa peau est aussi foncée que le café noir qu'elle sert chaque matin à des gens qui ne connaissent même pas son nom. Originaire de Jackson, dans le Mississippi, elle a fui une vie où la peur était quotidienne. Coup de poing d'un ex-partenaire, promesses non tenues, nuit sans électricité ni nourriture. Elle est venue à Los Angeles pour sauver son fils, Elia, 8 ans, né d'un amour trop jeune et d'un homme trop cruel. Depuis leur arrivée, elle n'a pas arrêté de travailler. 3 emplois au début, puis ce poste permanent chez les Belmont. Officiellement employée de maison, mais en réalité, cuisinière, femme de ménage, confidente silencieuse, fantôme de la maison. Naomi est petite, mince, discrète, mais sa dignité est palpable. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle n'a jamais répondu. Son regard est modeste, mais ses gestes sont précis. Elle travaille comme si le monde entier dépendait de la propreté de ses sols en marbre. Et pourtant, elle est invisible. Pour les invités, elle est floue en arrière-plan. Pour Charles, elle est une commodité. Rien de plus. Au moins jusqu'à ce soir. C'est samedi soir. Musique électronique et tintements de verre emplissent le manoir. Champagne millésimé, costumes sur mesure, mannequins russes et cryptomillionnaires en veste fluo. Une de ces soirées absurdes où l'élite rit trop fort pour oublier son vide. Naomi, comme toujours, se promène parmi les invités, plateau d'argent à la main, réservée, attentive, présente mais pas existante. Il était presque 3 heures du matin lorsqu'elle commença à ramasser les verres jetés. Elle se glissa dans le couloir menant à l'aile privée. Ses jambes étaient lourdes. Elle pensa à Elia, endormie chez le voisin, et au moment où elle devrait se lever pour lui préparer le déjeuner pour l'école. C'est là qu'il intervient. Charles point ivre, chemise à moitié déboutonnée. Son regard est inquiet mais immobile. Il marche lentement vers elle, tel un prédateur sûr de sa proie. « Naomi. » Elle se retourne, surprise. Son cœur bat plus vite. Il ne l'appelle jamais par son nom. Jamais. Tu travailles trop, Naomi. Tu devrais te détendre un peu. Elle sourit timidement et baisse les yeux. Je venais de finir de nettoyer, monsieur Belmont. Il se rapproche. Trop près. L'odeur du cognac l'enveloppe. Elle sent son souffle. Tu sais, tu es belle. Pas comme ces gens qui viennent ici pour se mettre en valeur. Tu n'essaies pas. Et j'aime ça. Naomi recule poliment. Mais il lui attrape doucement le poignet. Ce n'est pas de la violence. Pas encore. Mais il est dur. C'est trop. Elle murmure. J'ai vraiment besoin de retourner à... Il ne répond pas. Il avance. Lentement. Tirant doucement, méthodiquement, contre le mur. Il n'élève pas la voix. Il n'en a pas besoin. Il parle rarement de ce qu'il pense mériter. Elle sent la peur s'insinuer sous sa peau. Elle n'a pas peur d'un cri ou d'un coup. Une peur glaciale de se réduire à néant, point être souillée par le silence. Ne jamais être crue. Elle tente de se libérer, mais faiblement. Il murmure.
Ne fais pas cette grimace. JN te ferai pas de mal. Et cette nuit-là, dans un couloir luxueux et faiblement éclairé, entre deux tableaux valant des centaines de milliers de dollars, Charles Belmont prend ce qu'il veut. Sans crier. Sans bailen sap parente. Mais sans consentement. Naomi reste immobile même après un long moment. Quand il part sans dire un mot. Comme s'il venait d'écraser une feuille sèche. Elle reste debout, appuyée contre le mur. La gorge sèche. Les yeux brûlants. 1 minute. 2. Dix. Puis elle ramasse le plateau d'argent tombé par terre et reprend le service. Parce qu'elle sait que le monde ne s'arrêtera pas à cause d'une femme noire blessée. Les semaines passent. Puis les mois. Au début, Naomi pense que ce n'est qu'un retard dû au stress. Fatigue, travail, nuit blanche pour Elia. Mais quelque chose change en elle. Vertige au matin. Nausée constante. Des sensations familières qu'elle ne connaît que trop bien. Le test est clair, elle est enceinte. Elle reste debout de longues minutes devant le miroir de la petite salle de bain. Ses mains tremblent légèrement. Le monde autour d'elle semble ralentir, s'éloigner. Ce n'est pas une grossesse non désirée. Ce n'est pas un miracle à espérer. C'est une intrusion silencieuse dans sa chair, un souvenir tangible d'une nuit qu'elle aurait aimé effacer. Elle pense à l'avortement. Pas une fois, mais 100 fois. Elle se rend dans une clinique de South Central. L'infirmière est polie et professionnelle. Elle lui remet une brochure et l'écoute sans le juger. Naomi la remercie, mais ne revient pas. Elle en parle brièvement à son collègue de confiance. Ce dernier lui répond simplement « Faites ce qui vous permet de vous regarder dans le miroir ». Mais c'est le premier battement, cette sensation infime, comme un battement d'aile sous sa peau, qui la fait tomber. Allongée sur le lit bon marché, une main sur le ventre, elle réalise soudain que ce bébé n'est pas Charles. Ce bébé n'est ni un acte de pouvoir ni un souvenir honteux. C'est une créature nouvelle et innocente, un battement de cœur qu'elle seule peut protéger. Et puis elle décide, elle gardera l'enfant pour elle. Un matin, après avoir préparé le petit déjeuner pour les invités de Charles, Naomi se faufile dans le salon privé. Elle sait qu'elle prend un risque. Mais elle pense naïvement que peut-être que Charles aura un moment d'humanité. Peut-être qu'il l'écoutera. Peut-être qu'il comprendra qu'elle ne veut pas d'argent, juste du respect. Un peu de gratitude. Il lit un rapport sur sa tablette, tenant une tasse d'espresso à la main. Monsieur Belmont. Puis-je vous parler un instant? En privé. Il lève les yeux, clairement irrité, mais lui fait signe d'entrer. Elle ferme la porte. Respire profondément. Je suis enceinte. Et, je pense que, tu es le père. Silence glacial. Charles pose lentement sa tasse. Son regard se durcit. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Naomi. Elle essaie de dire quelque chose, de reformuler, mais il l'interrompt en disant sèchement. Ce genre d'accusation peut ruiner des vies. Vous comprenez? Il faut bien réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Chaque mot est une lame. Il ne crie pas. Il ne représente aucune menace. Mais le message est clair. Si vous continuez, vous serez détruit. Le lendemain matin, elle est licenciée. Pas de confrontation. Pas de scène. Juste un appel spontané de la gouvernante. Vous n'êtes plus nécessaire ici. La voiture vous attendra à 14 heures. Vous avez jusqu'à midi pour régler votre réservation. 2 hommes en costume l'escortent jusqu'à la porte de derrière. Pas même le droit de récupérer l'album oublié d'Elia. Pas un mot d'explication. Pas un regard humain. Et soudain, elle se retrouve seule. Sans emploi. Sans abri. Enceinte. À Los Angeles. Ne tombe plus, Naomi. Elle ne pouvait pas. Pas avec Ellie à ses côtés, les yeux écarquillés, demandant toujours, sans comprendre. Pourquoi ne rentrons-nous pas à la maison, maman? Elle trouve un appartement en colocation à Inglewood. Une chambre étroite partagée par une mère célibataire et son enfant. Les murs sont fins. Les draps sentent les moisi. Mais il y a un toit. Et l'eau chaude. Elle occupe un poste de serveuse de nuit dans un restaurant ouvert 24h24, puis un second poste de caissière de jour dans un supermarché, enceinte jusqu'aux dents, debout 12 heures par jour, sans pause, sans pitié.
Elle serre les dents quand les contractions arrivent trop tôt. Elle s'évanouit une fois dans les toilettes d'un restaurant, mais se relève aussitôt. Toujours. Et puis, une nuit de décembre, Grace est née. Petite, fragile, mais avec de grands yeux comme sa mère. Naomi la serre dans ses bras et pleure en silence. Elle jure, à cet instant précis, que cet enfant ne sera jamais privé d'amour. Elle l'appelle grâce, car c'est ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle l'a tenue pour la première fois dans ses mains. La grâce s'est transformée en chaos. Les années passent. Naomi, étudiante. Ellie miséricordée avec une patience inébranlable. Chaque dollar compte. Chaque repas est un effort. Mais il ne manque rien d'essentiel, l'amour, les principes, la discipline. Elle les élève avec des mots forts, des histoires de résistance, de fierté, de vérité. Nous ne laissons jamais la haine nous définir. Nous ne laissons jamais les puissants nous faire croire que nous valons moins. Ellie grandit droit comme un pin. Vif. Calme. Il excelle en sciences et obtient une bourse pour l'Université de Californie. Il veut devenir ingénieur astronaute. Grace, c'est une tempête silencieuse. À 5 ans, elle lisait déjà les manuels du lycée. À 10 ans, elle défendait les plus faibles dans la cour de récréation. Hélas, elle a les yeux de Charles, mais l'âme de Naomi. Naomi dit jamais espère. Ni Ellie ni Grace. Ce son secret. Sa douleur. Son fardeau. Et pourtant, parfois, dans le silence de la nuit, elle regarde Grace dormir et les larmes lui montent aux yeux. Aucune honte. Aucun regret. Juste le souvenir de la nuit qui aurait dû la briser, mais qui lui a donné la plus belle preuve de sa force. 18 ans plus tard. Grace Walkerell devint une étoile montante du monde scientifique. À 22 ans, elle obtint son diplôme Stanford, avancement professionnel et biotechnologie. Ce n'est pas seulement un génie, c'est une visionnaire. Dès son lancement, Lumina Life a révolutionné la pratique médicale. Grâce à un algorithme d'IA combiné à l'analyse cellulaire, son équipe a pu détecter des cancers invisibles aux tests conventionnels. Son projet sauve déjà des vies. Mais Mersin innove pas seulement, il incarne une manière différente de penser la science, éthique, humaine, dévouée à sa cause. Elle refuse de lever des fonds d'origine douteuse. Elle exige la transparence. Dans ses conférences, elle parle de justice sociale, de parité, de rémunération. Sa voix est calme, mesurée, mais ses mots sont percutants. C'est pourquoi elle a été invitée au Global Technology Awards, une cérémonie annuelle qui récompense les esprits les plus brillants du XXIe siècle. L'événement se déroule au Lincoln Center de New York, dans une salle ornée d'or, de verre et de faux sourires. L'ironie est que la cérémonie de cette année est sponsorisée par la Fondation Belmont, fondée par nul autre que Charles Belmont, aujourd'hui philanthrope respecté et mécène de l'innovation technologique. Il est assis au premier rang, en costume impeccable, le sourire figé, entouré de PDG, d'investisseurs et de caméras. Il n'a jamais entendu parler de Grace Walker. Mais il s'en souviendra bientôt. La soirée bat son plein. Les récompenses s'enchaînent, meilleure innovation verte, jeune acteur du changement, pris pour l'ensemble de sa carrière. Et puis le moment tant attendu arrive. La présentatrice sourit, la voix tremblante d'enthousiasme. Et maintenant, le prix le plus prestigieux de la soirée. Le prix de l'innovateur de l'année. Les recherches de cette jeune femme transforment déjà la médecine. Elle fait preuve d'intelligence, mais aussi de compassion. Accueillez. Grace Walker. Tonnerre d'applaudissements. Grace se lève, élégante dans une robe bleu marine simple mais majestueuse. Elle marche calmement vers la scène. Les projecteurs s'allument. Charles Belmont la regarde. Il sourit machinalement, comme tous les sponsors. Mais soudain, il est essoufflé. Quelque chose chez cette jeune femme le fait perdre pied. Même position de tête. Le même regard franc, légèrement perçant. La même approche garantie. Samachoire. Sa façon de regarder autour de lui. Il sent la sueur froide glisser sous sa chemise immaculée. C'est impossible. Et pourtant, quelque part, il sait. Il reconnaît pourquoi il a couru. Grace monte sur scène. Elle prend le micro. Son regard balaie la pièce sans sourciller. Ses mains sont fermes, son ton mesuré. Mais dans ses yeux, brille la détermination d'antan. Merci.
Je suis honoré par ce prix. Mais je suis particulièrement reconnaissant envers quelqu'un sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Elle fait une pause. Je veux remercier ma mère, Naomi Walker, qui a sacrifié sa jeunesse, ses rêves, sa santé pour élever mon frère Elia et moi. Elle était une femme de chambre dans une immense maison à Los Angeles, invisible pour ce qu'elle servait. Là, un homme puissant et respecté lui dit, pris sans demander, puis rejeté sans même dire un mot, sans même regarder. Elle ne l'a jamais traqué. Elle ne s'est jamais plainte. Mais il ne s'est jamais effondré. La pièce est suspendue. Silence complet. Elle m'a appris qu'on peut naître dans l'ombre et grandir dans la lumière. Il n'est pas vrai qu'un nom puissant puisse faire taire les gens. Aujourd'hui, je veux dire ce qui suit. Le pouvoir peut acheter le silence. Il peut effacer des archives, détruire des carrières, manipuler l'actualité. Mais il ne peut effacer la mémoire. Il ne peut éteindre la conscience éveillée. Des murmures se répandent dans la salle. Les journalistes échangent des regards. Tous les regards sont tournés vers Charles Belmont. Il ne lève pas la tête. Son visage est figé. Il sait que chaque mot le dénonce sans le nommer. Il sent le sol se dérober sous ses pieds. Je dédie ce prix à ma mère. Et à toutes les femmes noires oubliées, celles qui ont été utilisées, rejetées, supprimées. Mais qui n'ont jamais été brisées. Aujourd'hui, leurs voix sont entendues. À travers moi. À travers nous tous. Et une ovation debout des éclaboussures. Des larmes coulent. Certains applaudissent jusqu'à en perdre la tête. D'autres, gênés, cherchent autre chose. Charles lui-même se lève lentement. Il quitte la pièce, sans un mot, sans un regard, sans protection. Sa petite silhouette s'éloigne dans le passage doré. Il est exposé. Et pour la première fois de sa vie, il se sent honteux. Dans les mois qui suivirent, le nom de Charles Belmont sur toutes les lèvres, non plus comme un visionnaire industriel ou un bienfaiteur de la science, mais comme un symbole du patriarcat toxique et toi force prédatrice restée impunie pendant trop longtemps. Appartenant à anciens employés discussion. Les journalistes enquêtent. Les archives refont surface. La façade lisse du philanthrope se fissure, révélant ce qu'il cachait, une vie bâtie sur l'exploitation de l'invisible, du mépris feutré, du silence acheté. Les réseaux sociaux sont en feu. Des femmes témoignent. Des voix s'unissent sous des hashtags comme hashtag Je suis Naomi. Ou almohadilla paston rachat. Les discours de Grace Walker sont partout, devenant viraux. Elle est invitée à la télévision, dans les universités, dans les cercles décisionnels. Elle parle calmement, sans rancune, mais avec une force tranquille qui dérange. Charles Belmont, lui, perd peu à peu sa place d'honneur. Les sponsors refusent. Les fonds s'éloignent. Il garde ses milliards, mais plus personne ne l'admire. Isolé, il tente de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant, regarder en arrière. Il pense à Naomi, à son silence, à son regard qu'il n'a jamais vraiment osé soutenir. Il pense à la miséricorde, à son propre sang brillant, droit, inviolable. Alors, il essaie. Il a appelé Naomi par des intermédiaires. Elle refuse brusquement. Elle ne veut ni excuse ni rendez-vous. Elle n'a plus besoin de son regard. Elle a survécu sans lui. Elle a élevé des enfants sans lui. Il possède une lettre écrite par merci. Mais les mots lui semblent hypocrites. Il l'écrit donc de sa propre main. L'enveloppe est simple. Le texte est un peu flou. Grace, je reconnais mes défauts. J'aimerais te rencontrer. Parlons-en. Peut-être que je pourrais t'aider dans ce que tu fais. Il est temps pour moi de faire ce qu'il faut. Charles. La réponse arrive 3 jours plus tard, envoyée par courriel, signée simplement Grace. Il serait plus correct de ne pas trahir. Ne rejetez pas. Ce que tu veux maintenant, ce n'est pas le pardon. C'est un soulagement. Et tu n'obtiendras pas ça de moi. Pas de haine. Pas d'appel. Juste la vérité toute nue. Et c'est cela, plus que toute autre chose, qui le détruit. Plusieurs années passent. Naomi Walker elle vieillit, son corps s'affaiblit à cause des années de travail, les humiliations sont étouffées, la douleur est réprimée. Mais elle ne manque de rien. Son fils Ilya, devenu avocat des droits civiques, respecté, craint, déterminé. Il a consacré sa carrière à défendre ceux qui n'ont pas de voix.
Sa fille Grace devenue une icône mondiale, l'une des rares figures noires de la tech qui allie éthique, excellence et mémoire. Naomi meurt paisiblement dans sa maison humble mais lumineuse, entourée de ceux qu'elle a créés grâce à sa résilience. Aucun journaliste ne le sait. Il n'y a pas de communiqué de presse. Une simple veillée, un adieu digne. Sur sa pierre tombale, ils ont gravé les mots suivants, choisis conjointement. Elle n'a jamais eu de pouvoir. Mais elle a élevé ceux qui le méritaient. Et Charles Belmont? On dit qu'il vit en ermite dans son domaine au nord de l'État. Il ne devrait plus donner d'interview. Qu'il a essayé de créer un nouveau fonds, mais plus personne n'y croit. Certains pensent qu'il a changé. D'autres affirment qu'il cherche simplement à racheter sa conscience. Mais aux yeux de Grace, cela n'a plus d'importance. Il a choisi le silence et l'abandon. Elle a choisi la lumière et l'héritage du courage.